Musique, c'était une nuit tranquille et je venais de m'installer dans le salon, attendant la routine habituelle d'un commentaire quotidien, quand ma femme s'est approchée de moi avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé et j'ai accepté, curieux de savoir ce qu'elle avait en tête. Sans beaucoup de préambule, elle a déclaré qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse. Ce n'était pas le genre de choses que je m'attendais à entendre. Nous avons toujours été directs et allés droit au but, mais elle semblait résolue. Je l'ai donc écoutée. Elle a commencé par dire que notre vie était devenue trop prévisible, trop routinière. Ces mots étaient directs, presque répétés. Elle n'a pas tourné autour du pot concernant la façon dont la monotonie l'affectait. J'avoue que je n'étais pas d'accord immédiatement. La routine n'était pas quelque chose que j'aurais jamais considéré comme une mauvaise chose, cela signifiait la stabilité, cela signifiait le contrôle. Mais elle ne me demandait pas mon avis là-dessus, elle se plongeait déjà dans ce qu'elle pensait que nous avions besoin, un objectif, quelque chose de grand vers lequel travailler. Elle a expliqué qu'elle y pensait depuis un moment et était arrivée à la conclusion que nous devrions viser l'achat d'une nouvelle maison, une plus grande, quelque part avec plus d'espace, quelque chose de plus inspirant que notre appartement actuel. Je me suis adossé et lui ai demandé comment elle espérait que nous pourrions nous permettre cela. Notre appartement, même si nous le vendions, ne couvrirait pas le coût d'une nouvelle maison. C'était une question pratique, et j'attendais une réponse pratique. Elle ne semblait pas affectée. Elle m'a dit qu'elle avait déjà commencé à planifier cela et qu'elle avait, apparemment, plus de quelques idées. Elle a d'abord mentionné un pot d'économie. Elle y mettait de côté son « fonds de rêve », comme elle l'appelait. Elle a affirmé qu'il contenait une somme décente. Bien que je n'ai pas réalisé qu'elle économisait de l'argent de cette façon, j'ai été surpris, mais je n'ai pas interrompu. Elle a ensuite mentionné quelque chose qui m'a pris par surprise. Elle a dit qu'elle avait parlé à sa meilleure amie et qu'ensemble, elles avaient élaboré une solution potentielle. Ma femme a mentionné que le mari de son amie travaillait dans une entreprise qui cherchait à pourvoir certains postes d'ingénierie, le type de travail pour lequel j'étais qualifié. Elle a ajouté qu'il y avait même un poste à distance qu'elle pourrait prendre pour contribuer financièrement. Elle a présenté cela comme l'opportunité parfaite, de nouveaux emplois, une augmentation de revenus constante et un moyen d'acheter cette maison qu'elle désirait tant. J'ai demandé comment elle était arrivée à penser que tout cela s'adapterait si facilement. Après tout, nous étions mariés depuis des années et elle n'avait jamais mentionné vouloir déménager auparavant. Elle semblait contente de l'appartement, surtout après que j'ai passé d'innombrables heures à l'aménager à son goût, de la peinture des murs à l'installation d'étagères exactement comme elle l'avait imaginé. J'avais mis mes efforts pour faire de notre maison ce qu'elle devait être. Qu'est-ce qui avait changé? Sa réponse était presque dédaigneuse. Elle m'a dit qu'elle avait récemment suivi un cours de motivation en ligne et que cela l'avait inspirée à voir les choses en grand. Elle voulait un avenir qui inclurait plus que de simplement rêver, une maison, un jardin, un barbecue, le tableau complet. Je ne pouvais pas discuter avec sa détermination, mais je n'étais pas entièrement convaincu. Ce n'était pas dans ma nature de me lancer dans quelque chose d'aussi grand sans peser les risques et la logistique. J'ai fait remarquer qu'un cours de motivation et un peu d'encouragement de son ami ne garantissaient pas le succès. Je suis ingénieur, pas un rêveur, je travaille avec des faits et des résultats, pas avec des possibilités. Mais elle était d'une confiance assurée, insistant sur le fait que cela pourrait être le changement dont nous avions besoin pour nous libérer de notre routine. Finalement, elle a proposé que nous allions dans un café le lendemain pour rencontrer son ami et son mari. Elle voulait discuter des opportunités d'emploi et obtenir une image plus claire de la façon dont tout cela pourrait fonctionner. Elle était ferme dans sa conviction que cela valait la peine d'être exploré et que je devais l'accompagner. J'ai hésité un instant, non pas parce que son idée m'était indifférente, mais parce que je ne suis pas du genre à me précipiter. Mais je pouvais voir qu'elle n'allait pas lâcher l'affaire avant que j'accepte. Finalement, j'ai acquiescé. D'accord, ai-je dit, demain, nous rencontrerons tes amis et nous verrons ce qu'ils ont à dire. Écouter leurs propositions était la prochaine étape logique, et j'étais prêt à écouter. Pour l'instant, c'était suffisant. Le lendemain, comme promis, nous nous sommes dirigés vers le café. Ma femme, fidèle à elle-même, a pris son temps pour se préparer. Ce n'était pas inhabituel, elle aimait être à son meilleur, et je respectais cela, même si je me retrouvais à attendre à la porte. Après ce qui semblait une éternité, nous sommes finalement montés dans la voiture et sommes partis. Le trafic n'était pas terrible et le café n'était pas loin, mais je sentais déjà que la journée avait mal commencé. Pourtant, j'ai gardé mes pensées pour moi. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était animé, mais pas trop bondé.
Nous avons trouvé une table près de la fenêtre, avons commandé du café et nous nous sommes installés pour attendre ses amis. Ils sont arrivés peu après, un couple qui semblait assez amical. L'homme, le mari de l'ami, est allé droit au but. Il a expliqué qu'il connaissait le responsable du recrutement dans son entreprise et avait déjà discuté de l'idée de ma femme avec sa femme. Toutes deux pensaient que c'était un plan solide, et il avait même fait quelques préparatifs pour obtenir les détails du poste. Il a décrit le poste qu'il avait en tête pour moi, il impliquait l'entretien et la réparation de transmetteurs spécialisés situés dans des zones difficiles d'accès. Le travail était sur le terrain, nécessitant des déplacements réguliers sur différents sites pour des inspections et de la maintenance. Il était clair que ce n'était pas un travail de bureau typique. Il a mentionné que l'horaire serait de 3 jours de travail suivi de 3 jours de repos, avec des missions occasionnelles d'une semaine qui fonctionneraient doublement. Pour quelqu'un qui préfère une structure claire, l'idée d'un horaire rotatif n'était pas immédiatement attrayante, mais le salaire qu'il a mentionné était significativement meilleur que celui de mon emploi actuel. J'ai posé quelques questions directes sur la nature du travail, quel type d'équipement serait utilisé, le niveau de responsabilité et la logistique des déplacements. Il a répondu avec confiance, soulignant le soutien et la formation fournis. Cela semblait exigeant mais gérable. J'ai admis que cela valait la peine d'être considéré, mais j'ai fait remarquer que j'aurais besoin de temps pour faire la transition depuis mon rôle actuel. Il a compris et m'a assuré qu'il n'y avait pas d'urgence, mais il m'a encouragé à prendre une décision rapidement, car l'entreprise était impatiente de pourvoir le poste. La conversation a ensuite porté sur le rôle potentiel de ma femme. Ils ont expliqué que c'était un poste à distance, axé sur la gestion de données dans Google Sheets et le traitement des demandes. C'était un travail simple, mais il ne payait pas autant que mon rôle le ferait. Cependant, ma femme semblait indifférente. Elle a dit que ça lui allait, car elle n'avait jamais travaillé auparavant et ce serait son premier pas pour contribuer financièrement. J'ai apprécié sa volonté d'essayer, même si le travail semblait plus destiné à soutenir le plan général qu'à atteindre ses propres objectifs. Vers la fin de la conversation, le mari de son ami a mentionné un prochain événement d'entreprise. Il a dit que ce serait une bonne occasion pour nous de rencontrer l'équipe et de nous faire une idée de la culture du lieu de travail. Il nous a prévenu que l'équipe avait sa part de personnalités particulières, des étudiants, des programmeurs et d'autres jeunes professionnels avec des intérêts excentriques. C'est un bon groupe, a-t-il dit, mais ne soyez pas surpris si certains sont peu conventionnels. Je n'ai pas commenté, mais j'ai pris note mentalement d'être vigilant. L'événement semblait informel mais nécessaire. Il était clair qu'il voulait que nous socialisions avec l'équipe avant de nous engager. Ma femme semblait enthousiaste à l'idée, la considérant comme une aventure. Moi, en revanche, je n'étais pas particulièrement ravi de me mêler à des étrangers, mais je savais que cela faisait partie du processus. Rencontrer l'équipe me donnerait l'occasion d'évaluer le lieu de travail de première main, alors j'ai accepté. Lorsque nous avons terminé notre café, la conversation avait couvert tout ce dont nous avions besoin. Nous avons obtenu les détails concernant l'événement, les avons remerciés pour leur temps et avons conclu l'affaire. Ma femme était de bonne humeur en quittant le café, se sentant clairement optimiste quant à l'opportunité. Je suis resté réservé, mais j'ai décidé de garder l'esprit ouvert pour l'instant. Nous sommes rentrés à la maison en discutant de la logistique de la participation à l'événement d'entreprise et de ce à quoi nous devions nous attendre. Après être rentrés du café, ma femme et moi nous sommes assis pour parler de tout. Elle était pleine d'enthousiasme, parlant de l'opportunité qui semblait si prometteuse. J'étais moins enthousiaste. Bien que le salaire du poste fût indéniablement attractif, l'idée d'un horaire de 3 jours de travail suivi de 3 jours de repos ne me convainquait pas. Je sentais que c'était une perturbation de la routine que j'appréciais. Mais ce qui me restait vraiment, c'était le commentaire sur les intérêts étranges de l'équipe. Je lui ai dit que cela m'intriguait, bien que pas nécessairement de la bonne manière. Ma femme, cependant, était plus optimiste. Elle pensait que ce serait amusant de rencontrer tout le monde et peut-être même de se faire des amis. Son enthousiasme était contagieux, mais j'avais toujours mes réserves. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis concentré sur l'achèvement de mes responsabilités dans mon emploi actuel. Ce n'était pas un endroit auquel j'étais trop attaché, mais le quitter me semblait toujours un grand pas. À la fin de cette période, j'avais remis ma démission et étais officiellement prêt à commencer le nouveau rôle. Cela ressemblait à un pari, mais un que j'étais prêt à prendre pour le bénéfice financier. Ma femme était ravie que nous allions de l'avant avec le plan. Elle a même commencé à rechercher les détails de son poste à distance, se plongeant pleinement dans l'apprentissage de la gestion des feuilles de calcul et des demandes.
Elle était déterminée, et je respectais cela. Le jour de l'événement d'entreprise est arrivé rapidement. Ma femme et moi sommes arrivés sur les lieux, et l'ambiance était animée. Il était clair qu'ils avaient fait des efforts pour rendre le rassemblement accueillant et animé. Dès que nous sommes entrés, nous avons été chaleureusement accueillis par plusieurs employés. On nous a offert des boissons, des présentations ont été faites, et la soirée semblait bien commencer. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que quelque chose d'inhabituel se produise. Un jeune homme, clairement ivre, s'est approché de nous en titubant et a lâché un commentaire grossièrement inapproprié sur le moment où nous allions faire l'amour. Cela m'a pris par surprise, mais je suis resté calme. Avant que je ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, un autre employé a écarté l'homme ivre et s'est excusé abondamment. L'homme apologétique, qui semblait sobre, a expliqué que le type avait simplement trop bu. Je lui ai dit que ça allait, même si j'ai admis que j'avais été tenté de gérer la situation de manière plus directe. Nous avons ri, et la conversation a changé pour les présentations. L'homme qui était intervenu s'est avéré travailler dans le même rôle que celui que j'allais rejoindre. Il a expliqué que nous alternerions les équipes, couvrant les cycles de 3 jours de chacun. Il a été utile d'entendre sa perspective sur le travail, et je me suis senti un peu plus rassuré. Pendant ce temps, ma femme était occupée à discuter avec d'autres. Elle était dans son élément, engageant des conversations sans effort et établissant des liens. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un groupe de jeunes à une autre table qui semblait fixé sur nous. Leurs regards ivres étaient difficiles à ignorer. Je me suis penché vers ma nouvelle connaissance et lui ai demandé quel était leur problème. Il a ri et a expliqué qu'il s'agissait de jeunes diplômés universitaires travaillant dans un département différent. Ils sont inoffensifs, a-t-il dit, juste immatures et un peu trop désireux de faire impression. Son attitude détendue m'a rassuré, bien que je les surveille toujours. Au fur et à mesure que la soirée avançait, d'autres personnes se sont jointes à notre table, et les conversations sont devenues plus animées. Ma femme semblait s'entendre avec presque tout le monde qu'elle rencontrait, et je me suis aussi retrouvé à me détendre. L'événement s'est avéré moins formel que je ne l'avais anticipé, ce qui m'a aidé à me détendre. Les jeunes de tout à l'heure n'ont pas causé de problème, au-delà de leur rire occasionnellement bruyant et de leur tentative maladroite de se mêler. Pour la plupart, la soirée s'annonçait comme une expérience positive. Quelques collègues supplémentaires nous ont rejoints au fil de la soirée, dont un qui a partagé de précieux conseils sur la gestion du travail de terrain que j'allais bientôt entreprendre. C'était un conseil pratique que j'ai apprécié. Les conversations de ma femme, en revanche, semblaient plus sociales que professionnelles, mais je pouvais voir qu'elle s'amusait. Elle a toujours été plus extravertie que moi, et cette soirée n'a pas fait exception. Cela ne m'a pas dérangé, c'était même agréable de la voir si impliquée. Alors que l'événement commençait à se terminer, nous avons fait nos adieux. La plupart des gens semblaient réellement sympathiques, et certains ont même exprimé leur enthousiasme à l'idée que nous rejoignions l'équipe. J'étais venu à cette soirée avec de faibles attentes, mais elle s'est terminée sur une note étonnamment positive. Nous avons remercié tout le monde pour leur accueil chaleureux et sommes rentrés chez nous. Sur le chemin du retour, ma femme était déjà pleine d'idées sur les personnes qu'elle avait rencontrées et sur la façon dont ce nouveau chapitre pourrait se dérouler. Je suis resté silencieux, réfléchissant à la soirée et me préparant à ce qui allait suivre. Lorsque nous sommes rentrés à la maison après l'événement d'entreprise, ma femme et moi nous sommes assis pour parler de tout ce que nous avions vu et entendu. J'ai mentionné à quel point j'étais content qu'elle travaillerait de la maison. Certains des gars semblent problématiques, ai-je dit, faisant référence aux histoires que j'avais entendues et aux comportements que j'avais observés. Elle a ri, me rappelant que nous avions tous été jeunes et impulsifs à un moment donné, et que, puisqu'il venait juste de quitter l'université, il s'en remettrait. Je n'étais pas entièrement convaincu, mais j'ai décidé de laisser tomber pour l'instant. Elle a ensuite mentionné qu'elle devait aller au bureau bientôt pour récupérer son ordinateur portable de travail. Tu auras un quart de travail, donc ça marche, a-t-elle ajouté. Quand tu reviendras, tu pourras me dire comment s'est passé ton premier cycle complet. 3 jours plus tard, après avoir terminé mon quart de travail, je suis rentré à la maison et l'ai trouvée endormie à table, son nouvel ordinateur portable ouvert devant elle. Elle avait l'air contente, comme quelqu'un qui vient de rayer une tâche importante. Je l'ai réveillée doucement et lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Génial, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai pu rattraper certains des gars de l'événement. Son ton désinvolte m'a déconcerté. Je lui ai demandé qui elle avait exactement vu, et elle a expliqué qu'elle et son ami étaient sortis prendre un café et étaient tombés sur un groupe de personnes de l'événement d'entreprise.
Elle a mentionné comment certains d'entre eux avaient été à la même table que nous pendant l'événement. Apparemment, ils l'avaient reconnu et s'étaient invités à se joindre à elle et à son ami. Parmi eux se trouvait le même gars qui avait fait le commentaire inapproprié sur le sexe la nuit de l'événement. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir irrité. « Et qu'est-ce que ce type a dit d'autre » ai-je demandé, essayant de garder mon ton neutre. Elle a ri, l'ignorant. « Détends-toi, Rambo » a-t-elle dit. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Je lui ai dit que si ça n'avait pas été pour le gars qui était intervenu, j'aurais pu le frapper cette nuit-là. Elle a levé les yeux au ciel, balayant mon commentaire comme étant surprotecteur. Quoi qu'il en soit, a-t-elle poursuivi, nous avons fini par parler un moment, et ils sont même venus après. L'un d'eux m'a ramené et a laissé l'ordinateur portable. Cette dernière partie m'a pris par surprise. Ils sont venus à la maison, ai-je demandé. Elle a acquiescé, comme si ce n'était pas grave. Nous avons mangé de la pizza, avons un peu parlé et ensuite ils sont partis. Rien de dramatique. Je n'ai pas pu cacher ma frustration. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé. Sa réponse était presque trop désinvolte. Je n'ai pas pensé que c'était grave, a-t-elle dit. J'étais avec mon ami tout le temps. Qui a-t-il à craindre? Son attitude indifférente ne m'a pas plu, mais j'ai décidé de ne pas en faire une affaire. C'est juste bizarre, lui ai-je dit. Ils ont invité des gens sans me prévenir, mais ce qui est fait est fait. Si cela te dérange tant, a-t-elle dit, nous pouvons les inviter à nouveau pour que tu les connaisses bien. Peut-être qu'alors tu verras qu'ils ne sont pas si mauvais. Je n'étais pas enthousiasmé par l'idée, mais j'en ai vu la logique. D'accord, ai-je dit. Mais s'ils restent, je déciderai s'ils méritent de rester. Elle a souri d'un air narquois. Tu es déjà si sceptique, a-t-elle dit. Nous verrons si tu changes d'avis après les avoir revus. Je n'ai pas répondu immédiatement, réfléchissant à l'impression qu'il m'avait laissée lors de l'événement. Finalement, j'ai dit, peut-être que je suis sceptique, mais nous verrons. Une semaine plus tard, ma femme a invité le groupe chez nous, comme prévu. Ils sont arrivés à l'heure, et au début, tout a semblé bien se passer. Les gars étaient polis, allant même jusqu'à s'excuser pour tout comportement inapproprié lors de l'événement d'entreprise. J'ai apprécié le geste, bien que je sois resté prudent. Je ne suis pas du genre à baisser facilement ma garde, surtout autour de personnes que je ne connaissais pas bien. Pourtant, j'ai gardé mes observations pour moi et j'ai laissé la soirée se dérouler. Au fur et à mesure que la soirée avançait, quelque chose a commencé à clocher. L'un des gars ne pouvait pas quitter ma femme des yeux. C'était subtil au début, mais avec le temps, ses regards insistants sont devenus difficiles à ignorer. Je l'ai observé attentivement, essayant de ne pas faire de scène, mais il était clair que son attention était plus que désinvolte. Ma femme, inconsciente ou simplement indifférente, continuait à discuter avec tout le monde comme si de rien n'était. Je suis resté silencieux, mais ma colère a grandi. Plus tard dans la soirée, un autre a semblé s'accrocher à elle en conversation. Il était proche, riant à tout ce qu'elle disait et ne s'éloignant pas beaucoup de son côté. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé d'intervenir. Je me suis approché et lui ai demandé directement ce qu'il faisait. Il a été surpris, mais a réussi à répondre en disant que ma femme était une excellente interlocutrice et qu'ils avaient des amis en commun. J'ai acquiescé, mais je ne me suis pas retiré. Ma présence a suffi à le mettre mal à l'aise, et il a rapidement trouvé une excuse pour s'éloigner. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident majeur, mais je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas avec le groupe. Une fois les invités partis, je me suis tourné vers ma femme et lui ai dit exactement ce que je ressentais. Ils peuvent sembler amicaux en surface, ai-je dit, mais l'un d'eux ne pouvait pas arrêter de te regarder, et un autre ne te laissait pas tranquille. Elle a balayé cela du revers de la main, m'accusant de réagir de manière excessive. Tu imagines des choses, a-t-elle dit. Ils étaient juste amicaux. Je n'étais pas convaincu. Amicaux ou non, je te dis que quelque chose ne va pas avec eux. Je ne veux pas que tu passes plus de temps avec eux, ai-je dit fermement. Ma femme était clairement irritée par ma position. Elle a soutenu que j'étais irrationnel et trop contrôlant, mais je suis resté ferme. Je suis sérieux, lui ai-je dit. S'ils continuent à agir comme ça, je ne les veux pas près de nous. Malgré mes objections, la vie a continué. J'ai vite remarqué un nouveau schéma, chaque fois que j'étais absent pour le travail, ma femme manquait parfois mes appels ou prenait plus de temps que d'habitude pour répondre aux messages.
Cela se produisait suffisamment souvent pour éveiller mes soupçons. Quand je suis rentré à la maison un soir, je l'ai interrogée directement à ce sujet. Elle a haussé les épaules et a dit que c'était une coïncidence, que je lisais trop de choses là-dedans. Parfois, je suis juste occupée, a-t-elle dit. Une nouvelle mission est survenue, qui m'obligeait à passer 5 jours à voyager entre plusieurs sites. Avant de partir, je me suis assuré de rester en contact, mais j'ai continué à recevoir des appels manqués et des réponses tardives. Quand j'ai finalement réussi à la joindre, je lui ai demandé à nouveau pourquoi elle ne répondait pas. Cette fois, elle avait une explication différente, quelqu'un m'a apporté un chiot, a-t-elle dit avec désinvolture. Je m'en suis occupé et je l'ai promené. Son explication m'a pris par surprise, je ne savais pas quoi en penser. Le ton de sa voix était calme, presque dédaigneux, comme si elle ne voyait pas pourquoi je la questionnais même. Frustré, mais sans vouloir me disputer, j'ai mis fin à l'appel brusquement. D'accord, ai-je dit. On en parle plus tard. Incapable de me débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qu'elle laissait paraître. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'inquiétude que l'explication de ma femme concernant le chiot n'avait pas de sens. Son comportement avait été incohérent, et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de ne faire confiance qu'aux mots. Notre quartier disposait de caméras de sécurité accessibles, et j'ai utilisé le système pour examiner de plus près sa prétendue routine de promenade de chien. En examinant les images, ce que j'ai vu m'a laissé incrédule. Elle était là, non pas promenant un chien, mais jetant une quantité surprenante de préservatifs usagés dans une poubelle à proximité. Mon estomac s'est noué à cette scène, et j'ai eu du mal à comprendre ce que cela signifiait. Le volume seul suffisait à confirmer mes pires craintes. Poussé par l'adrénaline et la rage, j'ai pris la décision rapide d'affronter la situation de front. J'ai travaillé sans relâche pour terminer ma mission un jour plus tôt que prévu. Le sommeil n'était pas une option, tandis que mon esprit s'emballait de colère et d'incrédulité. Dès que je suis sorti du travail, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé vers la maison, déterminé à obtenir des réponses. En approchant de la maison, j'ai remarqué l'absence de voiture à l'extérieur, ce qui m'a donné quelques doutes. Un groupe assez grand pour ce que je craignais n'aurait pas pu arriver à pied. Malgré tout, je n'allais pas laisser cela m'arrêter. Je me suis garé à quelques pâtés de maison de là, j'ai marché silencieusement vers la maison et suis entré dans le garage, me cachant là pour observer. Des heures ont passé et la nuit est tombée. Ma patience a été mise à l'épreuve, mais je suis resté vigilant, attendant tout signe d'activité. Finalement, j'ai entendu le son indubitable d'une voiture qui s'approchait. J'ai attendu encore 30 minutes, m'assurant de ne pas interrompre prématurément. Quentin. Voix faible mais claire à travers la nuit tranquille, j'ai entendu des bruits de l'intérieur de la maison et des bruits intimes qui ont effacé tout doute persistant. Mon cœur battait fort tandis que je serrais les dents, me préparant à ce que j'allais faire. Je suis retourné à ma voiture, j'ai sorti mon pistolet du compartiment à gants et j'ai marché directement vers la maison. Mon esprit était singulièrement concentré sur la confrontation imminente. À l'intérieur, j'ai trouvé ce que je craignais le plus, ma femme, entièrement nue, entourée de plusieurs hommes dans divers états de déshabillage. La scène était chaotique, obscène et indéniable. Pendant un instant, la pièce s'est figée quand tous ont réalisé que j'étais là, arme à la main. Sans hésiter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Les hommes se sont dispersés, criant les uns sur les autres en essayant de ramasser leurs affaires et de s'enfuir. J'ai tiré un seul coup au sol, les arrêtant dans leur course. Personne ne bouge, ai-je dit, d'une voix ferme mais froide. La menace du pistolet a suffi à leur faire reconsidérer leur sortie précipitée, bien que cela ne les ait pas empêchés de trembler en reculant vers la porte. L'un d'eux a trébuché, tombant lourdement au sol. J'ai immédiatement pointé mon arme vers lui. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et terrorisés. C'est alors que je l'ai reconnu, un de mes. À mon collègue de travail de l'événement corporatif T à l'horaire rotatif, lui dis-je d'une voix basse et perçante, commence à parler. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang, et depuis combien de temps cela se passe-t-il? Il bégaya, cherchant ses mots, mais je n'étais pas d'humeur à des retards. Parle maintenant ou je m'assurerai que tu ne sortes pas vivant de cette maison, menaçai-je. Sous la pression, il raconta tout. Il venait régulièrement pendant mes voyages d'affaires, ma femme leur avait dit que j'étais divorcé, utilisant mes absences pour maintenir la façade. Chaque mot qu'il prononçait était comme un nouveau coup, mais je restais silencieux, le laissant finir. Quand il eut terminé, je jetai un coup d'œil à ma femme, figée,
un mélange de peur et de culpabilité gravé sur son visage. Je me tournai vers l'homme et pointai la porte avec le canon de l'arme. « Va-t'en, dis-je. » Il se leva précipitamment et s'enfuit, laissant ses chaussures derrière lui dans sa hâte. Puis je me suis tourné vers ma femme. Le silence entre nous était pesant, mais je le brisai finalement. « Alors, tu leur as dit que nous étions divorcés ? » « Bien, dis-je. Considère que c'est vrai maintenant. » Je n'attendis pas de réponse. « Prépare-toi à la vie que tu as méritée, » ajoutai-je avant de franchir la porte. Je retournai à ma voiture et conduisis directement chez mon meilleur ami. C'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, et je savais que j'avais besoin de ses conseils pour ce qui allait suivre. Quoi qu'il arrive, j'en avais fini avec ses mensonges et ses trahisons. Quand j'arrivai chez mon meilleur ami, il me reçut avec le calme et le professionnalisme que j'avais toujours admiré. Non seulement c'était un ami, mais aussi un avocat hautement qualifié. Après avoir écouté tout ce que j'avais à dire, il se pencha en arrière, l'expression pensive. « Tu as tout ce qu'il faut pour garantir un résultat favorable, dit-il. Les photos, le témoignage des témoins, tout appuie ta cause. Maintenant, parlons de la laisser sans rien. » Sa franchise était rafraîchissante, je n'étais pas d'humeur au lieu commun ou à enrober la situation. Il se pencha en avant, baissant la voix. « Tu te souviens comment tu m'as parlé une fois de ce pot d'économie ? Ta femme a le sien, qu'elle remplit depuis des années. » J'acquiesçai. C'était quelque chose dont elle avait toujours été fière, bien qu'elle le mentionnât rarement directement. Si cet argent n'a été déclaré nulle part, sans relevé bancaire, sans trace écrite, tu peux le prendre et personne ne pourra prouver qu'il a jamais existé, expliqua-t-il. Cela te donne un avantage et garantit qu'elle ne partira avec rien de substantiel. Je restai silencieux un instant, laissant l'idée s'installer. Ce n'était pas une décision que je prenais à la légère, mais je ne pouvais nier la logique. Pourquoi, demandai-je. Pendant que je travaille sur l'aspect légal, tu dois rentrer chez toi et agir comme si de rien n'était. Joue le jeu. Cela nous donnera le temps nécessaire pour tout préparer et l'empêchera de se douter de quoi que ce soit. Si elle se précipite pour trouver un avocat, tant mieux pour nous. À contre-cœur, j'acceptais. L'idée de faire semblant que tout allait bien me nouait l'estomac, mais je faisais confiance à son jugement. Cette nuit-là, je rentrai chez moi, me préparant au rôle que j'allais jouer. Dès que j'entrai, elle se précipita vers moi, les larmes coulant sur son visage. Elle s'agenouilla, s'accrochant à mes mains et suppliant mon pardon. Son désespoir était palpable. Mais cela ne fit qu'accroître ma détermination. Nous verrons, dis-je sèchement. Il y a beaucoup à considérer. Son soulagement fut presque immédiat, comme si ma réponse mesurée lui donnait de l'espoir. Elle se leva et s'essuya le visage, essayant de se ressaisir. Je ne pouvais pas supporter de la voir à ce moment-là, mais je savais que je devais rester concentré sur l'ensemble de la situation. Pendant le dîner, elle fit tout son possible pour regagner mes faveurs, parlant de la façon dont elle voulait arranger les choses et reconstruire notre relation. J'acquiesçai lorsque c'était approprié, mais je gardais mes réponses courtes, la laissant parler la plupart du temps. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, je fixais le plafond, l'esprit en ébullition. Elle s'était endormie rapidement, comme si le poids de sa culpabilité l'avait finalement épuisée. Moi, en revanche, je ne pouvais pas me reposer. Le souvenir de sa trahison tournait en boucle dans ma tête, tout comme les mots de mon ami. Je devais planifier mes prochaines étapes avec soin. Prendre le pot d'économie serait compliqué, d'abord, je devais le trouver, et je ne pouvais pas risquer qu'elle remarque son absence trop tôt. Le lendemain matin, je l'observais attentivement pendant qu'elle suivait sa routine. Elle semblait déterminée à jouer le rôle de l'épouse parfaite, préparant le petit déjeuner et s'enquérant de mes projets pour la journée. Je jouais le jeu, donnant des réponses vagues et feignant d'apprécier ses efforts. Intérieurement, je cartographiais chaque recoin de la maison, essayant de me souvenir où elle aurait pu cacher le pot. Ce n'était pas quelque chose qu'elle laissait à la vue. À mesure que la journée avançait, je commençais à élaborer mon approche. J'attendrais une opportunité quand elle ne serait pas à la maison, peut-être pendant un voyage au supermarché, pour effectuer une recherche exhaustive. Pendant ce temps, je devais maintenir la façade de la réconciliation. C'était un acte difficile à soutenir, mais chaque moment d'inconfort me rappelait ce que j'avais à gagner. La nuit tombait, alors que j'étais de nouveau éveillé, je commençais à finaliser mon plan. Plus tôt j'agirais, plus tôt je pourrais clore ce chapitre et passer à autre chose dans ma vie.
Lorsque ma femme sortit pour ses courses habituelles au supermarché, je sus que c'était le moment idéal pour agir. La maison était calme et j'avais suffisamment de temps pour effectuer une recherche exhaustive sans interruption. Je commençai par la chambre, fouillai ses tiroirs et sous le lit, mais ne trouvai rien d'inhabituel. De là, je passai au salon, puis aux armoires, travaillant méthodiquement dans chaque espace. Ce n'est qu'en arrivant au débarras que je trouvai ce que je cherchais. Caché à l'arrière, parmi de vieilles boîtes à chaussures et des bibelots oubliés, se trouvaient plusieurs grands pots, chacun rempli jusqu'au bord de billets de 100 pesos soigneusement empilés. La vue était à la fois choquante et satisfaisante. Je dévissai le couvercle d'un pot pour en confirmer le contenu, et les billets croustillants à l'intérieur ne laissaient aucun doute. Il y avait au moins 5 pots, tous également remplis. Les souvenirs m'envahirent alors que je restais là, me rappelant comment ses parents lui avaient occasionnellement donné de l'argent au fil des ans. Elle avait toujours été discrète à ce sujet, mais je n'avais pas réalisé à quel point elle en avait accumulé. La somme était stupéfiante, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Un instant, je ressentis une satisfaction sombre. Sa trahison m'avait peut-être coûté émotionnellement, mais au moins, cela garantirait qu'elle ne partirait pas gagnante. Rapidement, je me mis au travail. Chaque pot fut soigneusement remis dans sa boîte, et j'enveloppai les boîtes dans de vieux tissus pour les dissimuler. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'elle remarque l'absence de quelque chose trop tôt. Une fois les pots en sécurité, je les portai à la voiture, veillant à ne pas attirer l'attention. En refermant le coffre, je lui envoyai un message rapide. « Mon père a appelé », écrivis-je. « Il a besoin que je lui apporte une perceuse. Je reviens dans un moment. » C'était une excuse crédible, une qui ne soulèverait pas de soupçons. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents me parut plus long que d'habitude, bien que je ne sois pas pressé. Quand j'arrivai, ils me reçurent chaleureusement, bien que leurs expressions devinssent sérieuses lorsque je commençai à expliquer la situation. Je leur exposai tout, son infidélité, les pots d'argent et le plan que mon ami avocat avait suggéré. Ils furent surpris mais me soutinrent. « Nous nous en occuperons, mon fils, » dit mon père avec fermeté. « Personne ne trouvera ça ici. » Ma mère acquiesça, le visage déterminé. Je pouvais leur faire confiance pour garder l'argent caché, sachant qu'ils feraient tout ce qui était nécessaire pour m'aider. Laisser les pots avec eux-mêmes me procura un sentiment de soulagement, mais n'effaça pas la lourdeur dans ma poitrine. En rentrant chez moi, je repassais mentalement ce que je dirais si elle demandait où j'avais été. Heureusement, elle posait rarement des questions détaillées, donc je doutais qu'elle conteste mon histoire. Quand j'entrai, elle était déjà revenue du magasin, rangeant les provisions. « Ça va » demanda-t-elle d'un ton désinvolte. « Bien » répondis-je. « Mon père a déjà tout arrangé. » Elle parut satisfaite de la réponse et retourna à ses affaires. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles que j'ai jamais endurés, vivant sous le même toit qu'elle. Faire semblant que tout était normal me semblait une trahison envers moi-même. Chaque sourire qu'elle me donnait, chaque tentative de regagner mes faveurs ne faisait qu'approfondir le ressentiment que je ressentais. Mais je me rappelais que c'était temporaire, les documents étaient en cours de préparation et bientôt, j'aurais tout ce dont j'avais besoin pour mettre fin à ce cauchemar à mes conditions. La nuit, je restais éveillé, repassant le plan dans ma tête. Je pensais à l'argent en sécurité chez mes parents et comment il s'intégrerait dans le grand schéma des choses. Il ne s'agissait pas seulement de prendre ce qui était à elle, mais de m'assurer qu'elle n'ait pas les moyens de perturber ma vie davantage. Chaque détail devait être parfait, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Pendant ce temps, elle semblait inconsciente. Si elle se doutait de quelque chose, elle ne le montrait pas. Son comportement était presque joyeux, comme si elle croyait réellement avoir gagné mon pardon. La voir agir avec tant d'insouciance ne fit que renforcer ma détermination. Ce n'était plus une association, c'était une confrontation, et j'étais déterminé à la mener jusqu'au bout. Pour l'instant, je jouais mon rôle, gardant mes émotions sous contrôle et me concentrant sur les tâches à accomplir. Bien que cela me pesât, je continuais à vivre ma vie comme si rien n'avait changé. Chaque jour me rapprochait du moment où la vérité éclaterait et où la balance pencherait finalement en ma faveur. Jusque-là, j'endurais, sachant que chaque sacrifice fait maintenant en vaudrait la peine au final. Quelques jours avant notre anniversaire de mariage, mon téléphone vibra avec un appel de mon meilleur ami, l'avocat. « Les documents sont prêts », dit-il d'une voix calme et ferme. « Tu peux les lui remettre quand tu seras prêt. » Je le remerciai et raccrochai, mon esprit passant immédiatement à la manière parfaite de livrer les papiers. Le moment n'aurait pu être meilleur.
Avec notre anniversaire qui approchait, je décidai qu'il était approprié de transformer l'occasion en une déclaration finale. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin au mariage, mais de reprendre le contrôle. Je passai la journée suivante à préparer la présentation. Je trouvai une énorme boîte en carton et y plaçai soigneusement les papiers de divorce au fond. Puis, je les entourai de couches de boîtes plus petites, chacune méticuleusement scellée et emboîtée dans la suivante. Le résultat final fut un emballage de frustration, conçu pour l'obliger à passer du temps à déballer son destin. Quand j'eus terminé, le paquet était énorme, presque comique par sa taille. C'était exactement ce que je voulais, un mélange d'absurdité et de froideur finale. Quand le jour arriva, je gardai mon calme et mon sang-froid. Elle me reçut ce matin-là avec un sourire, espérant clairement utiliser l'anniversaire pour réparer les brèches qu'elle avait causées. Je jouai le jeu, agissant comme si j'étais d'accord avec la confrontation. « J'ai une surprise pour toi », dis-je d'un ton désinvolte, observant ses yeux s'illuminer d'anticipation. Je lui demandai d'attendre dans le salon pendant que j'allais chercher la boîte. Elle était lourde, mais l'adrénaline la rendait plus facile à porter. Quand je la portai et la plaçai devant elle, elle demanda « Qu'est-ce que c'est ?» riant nerveusement en inspectant le paquet surdimensionné. « Ton cadeau » dis-je simplement. « Vas-y, ouvre. » Elle hésita un instant, essayant probablement d'évaluer mon humeur, mais commença ensuite à déchirer les couches de boîte. Chaque boîte qu'elle découvrait en révélait une autre, et son rire se transforma en une légère irritation à mesure que le processus se prolongeait. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est une sorte de blague, demanda-t-elle, me regardant. Je me contentai de hausser les épaules. « Continue, dis-je. » Il lui fallut près de 30 minutes pour atteindre la dernière boîte. À ce moment-là, son excitation initiale avait cédé la place à la frustration. Quand elle ouvrit la dernière boîte et en sortit les papiers de divorce, son expression se figea. La couleur quitta son visage alors qu'elle regardait les documents, ses mains tremblant légèrement. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu as déjà dit à tout le monde que nous étions divorcés. »« Est-ce » répondis-je froidement. « Maintenant, c'est officiel. Considère cela comme ma confirmation. » Sa réaction fut immédiate et explosive. Elle jeta les papiers par terre et commença à crier, m'appelant par tous les noms possibles. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Sa voix montait à chaque mot. Quand elle réalisa que je ne plaisantais pas, elle se jeta sur moi, les poings levés. J'attrapai ses poignets à mi-chemin et la repoussai fermement, mais sans violence. « N'essaie même pas, avertis-je, mon ton aussi glacial que ma détermination. » Elle s'effondra en larmes, changeant de tactique, passant de la rage à la supplication. Je restai immobile, l'observant passer psychologiquement par toutes les émotions, essayant de trouver une faille dans mon armure. Quand il fut clair que je ne céderais pas, elle m'accusa d'être insensible, de tout gâcher ce que nous avions construit. Je ris amèrement, secouant la tête. « Tu l'as gâché, dis-je, au moment où tu as fait entrer des étrangers dans notre foyer. C'est la vie que tu as choisie, maintenant il est temps de vivre avec. » Sans un mot de plus, je marchai vers la chambre et commençai à ramasser ses affaires, une par une, les jetant dans le couloir sans me soucier du désordre. Elle me suivit, criant et pleurant, mais je ne m'arrêtai pas. Quand j'eus fini, ses effets personnels étaient entassés devant la porte d'entrée. Je l'ouvris et lui fis signe de partir. « Ton nouveau foyer est là dehors, » dis-je froidement. « Le même endroit où tu as jeté tout ce que nous avions. Considère cela comme de la justice poétique. » Elle resta là un instant, abasourdie, avant de finalement sortir. Je fermai la porte derrière elle sans un mot de plus, scellant le chapitre de notre vie ensemble. La première chose que je fis après l'avoir mise à la porte fut de changer les serrures de toutes les portes. Je ne voulais prendre aucun risque. Elle était imprévisible et je n'excluais pas la possibilité qu'elle tente de s'introduire de nouveau, que ce soit pour récupérer quelque chose ou pour causer des problèmes. Le serrurier vint le lendemain matin et, en 1 heure, la maison était sécurisée. Je ressentis un léger soulagement, sachant qu'elle n'avait plus un accès illimité au lieu. Quel que soit son prochain plan, il n'impliquerait pas de repasser par ma porte d'entrée sans invitation, bien sûr. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne revienne. Elle tenta d'ouvrir la porte plusieurs fois les jours suivants, secouant la poignée et parfois frappant fort. J'ignorais chaque tentative, restant hors de vue et attendant qu'elle parte. Mais elle n'était pas du genre à abandonner facilement. 1 semaine plus tard, elle arriva avec la police, alléguant que j'avais volé son argent et l'avais illégalement enfermé hors de la maison.
Ce fut l'entrée dramatique que j'attendais. Quand les officiers frappèrent à la porte, je l'ouvris calmement, les saluant avec la prestance d'un homme qui n'avait rien à cacher. Mon ex-femme, en revanche, criait et me montrait du doigt, m'accusant de vol et exigeant qu'il la force à me laisser entrer. « Il a tout pris », cria-t-elle. « Vous devez fouiller la maison, il y cache mon argent. » L'un des officiers se tourna vers moi, manifestement sceptique mais contraint d'enquêter. « Monsieur, ça vous dérange si nous jetons un œil » demanda-t-il. J'acquiesçai sans hésiter. « Allez-y » dis-je, mais avant de le faire, permettez-moi d'expliquer la situation. Je leur racontai son infidélité, son explosion violente et les photos que j'avais prises pour tout documenter. Je l'ai mise à la porte parce qu'elle a essayé de me frapper après que je l'ai confrontée à propos de ses affaires, dis-je, leur tendant mon téléphone pour montrer les preuves. Les officiers examinèrent les photos, leurs expressions se durcissant en voyant les détails. « Je n'ai rien fait d'illégal » dis-je. C'est elle qui a été malhonnête depuis le début. Ils acceptèrent de fouiller la maison de toute façon, car elle insistait sur le fait qu'il y avait des pots remplis d'argent volé cachés quelque part. Je les conduisis au débarras, l'ouvrant d'un geste calme. À l'intérieur se trouvaient les mêmes vieilles boîtes à chaussures que j'y avais placées auparavant, maintenant remplies de bottes usées et de baskets. L'un des officiers souleva une boîte et l'ouvrit, ne trouvant rien de suspect. Mon ex-femme était furieuse. « Ils sont ici » cria-t-elle. « Il a dû les déplacer. » Les officiers échangèrent un regard, manifestement peu impressionnés. L'un d'eux dit d'un ton ferme mais poli, « À moins que vous n'ayez des preuves concrètes pour étayer vos affirmations, nous ne pouvons rien faire ici. Vous ne pouvez pas simplement accuser quelqu'un sans preuve. » Elle tenta de discuter, mentionnant ses parents et comment ils lui avaient donné de l'argent au fil des ans. Cependant, les officiers soulignèrent qu'il n'y avait aucun enregistrement de ces fonds ni de preuves qui les relieraient à moi. Même si ce que vous dites est vrai, cela ne change rien au fait que vous avez été retiré de cette propriété par le propriétaire, ajouta un officier. Sa frustration déborda et elle commença à lancer des insultes, accusant les officiers de prendre injustement mon parti. Ils restèrent professionnels, mais il était évident qu'ils perdaient patience. « Écoutez » dit l'un des officiers, coupant court à sa rage. « Nous avons vu les preuves, et de notre point de vue, c'est vous qui êtes en tort ici. Il est temps que vous partiez. » Elle ouvrit la bouche pour discuter à nouveau, mais sembla y réfléchir à deux fois. Avec un dernier regard dans ma direction, elle s'enfuit de la maison. Je restai près de la porte pendant que les officiers l'escortaient jusqu'à la rue. L'un d'eux se tourna vers moi, offrant un hochement de tête. « Nous déposerons un rapport » dit-il. « Si elle revient, appelez-nous. » Je les remerciai et les observai s'éloigner, la laissant seule sur le trottoir. Elle hésita un instant, comme si elle considérait son prochain mouvement, mais finit par s'éloigner, marmonnant entre ses dents. La maison redevint silencieuse et je fermai la porte avec un profond sentiment d'achèvement. L'affrontement était terminé, mais c'était un autre pas vers l'oubli de ce chapitre. Elle avait essayé toutes les ruses du monde pour reprendre le contrôle, mais aucune n'avait fonctionné. J'avais planifié avec soin, anticipé ses mouvements et gardé une longueur d'avance. Tandis que je m'asseyais pour reprendre mon souffle, je ressentis une sombre satisfaction en sachant qu'elle était partie, du moins pour l'instant. Le divorce se déroula aussi bien que mon ami avocat l'avait promis. Ce n'était pas son premier cas impliquant l'infidélité et les litiges financiers, il navigua donc dans le processus avec aisance. Les preuves que j'avais rassemblées rendaient ma position inattaquable. Entre les photographies, les témoignages et son historique de comportement erratique, elle n'avait aucune chance. Fidèle à sa parole, mon ami s'assura que les procédures légales fussent rapides et décisives, me faisant même une réduction significative en signe d'amitié. Pour lui montrer ma gratitude, j'utilisai discrètement une partie de l'argent caché que j'avais récupéré pour le remercier de son travail. C'était comme une justice poétique de convertir ces fonds accumulés en quelque chose de constructif. Une fois les formalités légales terminées, je ne perdis pas de temps à vendre la maison. Elle était devenue un symbole de tout ce qui avait mal tourné, et je ne voulais rien d'autre que la laisser derrière moi. Le marché était favorable et la propriété se vendit rapidement. Avec le produit de la vente, j'achetai une maison privée dans une autre partie de la ville, loin des souvenirs et des personnes associées à mon ancienne vie. La nouvelle maison était tout ce dont j'avais besoin, tranquille, spacieuse et un nouveau départ dans tous les sens du terme. C'était un endroit où je pouvais me reconstruire sans les ombres du passé au-dessus de moi. Ma situation de logement réglée, je me tournai vers ma carrière. Le travail que j'avais pris dans le cadre du plan initial n'avait plus aucun attrait.
Les longues heures et l'horaire exigeant ne valaient pas l'effort, surtout maintenant que j'avais un coussin financier. Je démissionnai et revins à mon ancien lieu de travail, où la charge de travail était plus légère et le salaire, bien que modeste, était plus que suffisant pour couvrir mes besoins. La familiarité de l'ancien travail fut un changement bienvenu, offrant une stabilité et un sentiment de normalité dont je n'avais pas réalisé le manque. Sur la suggestion de quelques amis, je décidai de faire fructifier le reste de l'argent. J'engageai un analyste financier, quelqu'un avec un historique prouvé, pour me guider dans le processus d'investissement. Ensemble, nous construisîmes un portefeuille diversifié, nous concentrant sur des actions à potentiel de croissance constante et des dividendes fiables. Ce n'était pas un plan pour devenir riche rapidement, mais ce n'était pas ce que je cherchais. Je voulais la stabilité et la sécurité de pouvoir vivre confortablement sans me soucier de mes finances. La stratégie fonctionna et, en quelques mois, je commençais à voir les avantages d'une source de revenus passifs. Alors que je m'installais dans ma nouvelle vie, je m'assurais que mes amis et ma famille fussent au courant des événements et coopératifs, coupant les ponts avec elle à ma demande, bien sûr. Elle ne saisit pas l'allusion. Elle fit plusieurs tentatives pour me contacter, commençant par mes parents. Quand cela ne fonctionna pas, elle essaya d'utiliser des amis communs comme intermédiaires, mais chaque fois, elle fut accueillie par le silence ou des refus polis. Frustrée, elle commença à m'appeler directement, laissant de longs messages vocaux remplis d'accusations, de supplications et de demandes de se rencontrer pour arranger les choses, comme si le mal qu'elle avait causé pouvait simplement être défait. Je ne répondais pas. Il n'y avait plus rien à dire. Sa persistance ne s'arrêta pas. Une fois, elle apparut sans prévenir chez mes parents, espérant les prendre par surprise. Mon père, un homme de peu de mots mais aux principes fermes, lui dit sans embâche qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle partit en colère, mais la rencontre ne fit que renforcer ma décision d'avertir tous mes proches qu'elle pouvait essayer tout ce qu'elle voulait, elle ne trouverait pas le moyen de revenir dans ma vie par leur intermédiaire. Les appels téléphoniques continuèrent, bien qu'ils devinssent plus sporadiques avec le temps. Chaque fois que son numéro apparaissait à l'écran, je ressentais un mélange d'agacement et de pitié. J'avais avancé, tant émotionnellement que pratiquement, et ces tentatives de raviver quelque chose ne faisaient que souligner à quel point j'étais éloigné de la personne que j'avais été pendant notre mariage. Quand elle exigeait des réponses ou essayait de me faire culpabiliser pour engager une conversation, je raccrochais simplement. Quand elle laissait des messages vocaux, je les supprimais sans les écouter. Il n'y avait aucun sens à entretenir ces illusions. Au final, ces efforts ne servirent à rien. J'avais brûlé les ponts qui la reliaient à mon monde, et je n'avais aucune intention de les reconstruire. Chaque fois qu'elle essayait de me ramener, j'envoyais un message clair, pas de retour en arrière, pas de réconciliation et pas de place pour elle dans la vie que j'avais reconstruite. Quoi qu'elle espérât accomplir, elle devrait le faire sans moi, et à chaque tentative infructueuse, je me sentais un peu plus en paix, sachant que j'avais vraiment tourné la page.